et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parents du 21e siècle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Ledoux. Alors, en deux mots, pourquoi ça va être une super interview et je vous invite à rester pour la suite. D'abord, parce que François est devenu, il y a quelques mois, le directeur du Printemps de l'éducation, le mouvement pour un renouveau de l'éducation. Où que vous habitiez en France, ce mouvement compte des tas d'acteurs près de chez vous pour que vos enfants retrouvent le plaisir d'apprendre et s'épanouissent dans la vie. Donc restez là. Ensuite, parce que François a un parcours extrêmement riche dans l'éducation et qu'il tient un discours qui est ouvert, positif, enthousiaste sur les possibilités à ouvrir pour nos enfants, un discours qui fait du bien. Et alors, en deux mots, François Ledoux, il a été enseignant, puis formateur pour adultes. Il s'est intéressé très tôt aux nouvelles technologies dans l'éducation en devenant chef de projet éducation numérique à la Cité des sciences et de l'industrie, puis chargé de mission numérique et formation au ministère de l'Éducation nationale. Et François, il a aussi enrichi son parcours d'expériences qui sont hors des sentiers battus. Par exemple, en partant vivre 3 ans au Vietnam, où il a tenu une galerie d'art, et puis plus récemment en travaillant pour la direction responsabilité sociétale entreprise d'Intel. François, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Printemps de l'éducation? Qu'est-ce qui a motivé la création de ce mouvement pour un renouveau de l'éducation? Qu'est-ce qui va mal dans notre école aujourd'hui? Et puis, quelle était l'ambition positive et qu'est-ce que le Printemps de l'éducation souhaite construire? Alors en 2012, quand Antonella Verdiani et d'autres personnes ont regardé la situation, elles sont parties du constat d'un désintérêt des enfants, des parents pour l'éducation telle qu'elle est organisée aujourd'hui de manière institutionnelle par l'éducation nationale. Elles ont commencé aussi, ces personnes ont commencé également à regarder les alternatives qui faisaient jour. Et force est de constater, et le mouvement se prolonge, qu'il y a de plus en plus de personnes qui saisissent le malaise, le mal-être de leurs enfants, de eux en tant que parents, d'enseignants, pour se dire qu'il y a probablement moyen de faire autrement. Ce serait une bonne nouvelle. Et le probablement moyen de faire autrement, il se traduit de quelle façon? Il se traduit par l'éclosion d'écoles, de lieux de formation, d'éducation, diverses et variées, en dehors de l'éducation nationale, mais aussi à l'intérieur de l'éducation nationale. Et ça, c'est l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a dans un tas de lieux ce type d'éclosion de nouveaux modes à la fois pédagogiques, de création d'écoles, de création de lieux. Il y a un bouillonnement créatif qui est en train de se faire. Il y a un bouillonnement créatif qui va de l'éducation nationale aux écoles démocratiques, en passant par des écoles Montessori, en passant par des écoles Steiner. Alors pour les parents qui t'entendent, je pense que c'est un discours qui est extrêmement encourageant d'entendre qu'en France, ici, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de se créer, des écoles, tu disais des lieux autres que l'école, autour de l'école, à l'intérieur même de l'éducation nationale, des choses changent. Comment est-ce que le Printemps de l'éducation se situe dans cet univers et qu'est-ce qu'il apporte? Alors, le Printemps de l'éducation, dès le départ, s'est positionné de la façon suivante. Face à ce constat de difficulté, pour être nuancé, que l'éducation nationale rencontre, que ce soit dans le renforcement des inégalités ou bien même de compétences ou de connaissances scolaires, eh bien, le Printemps de l'éducation n'a pas été un xème mouvement qui s'est opposé ou qui s'est levé contre cette situation, mais au contraire, s'est dit, ben voilà, il y a un foisonnement qu'on évoquait avant, il y a un foisonnement d'initiatives, essayons de les mettre en relation, déjà de les faire connaître. C'est déjà une cartographie en quelque sorte de tous ces acteurs. Et du coup, on ne s'est pas construit contre l'un ou contre l'autre, mais on s'est construit avec. Alors ça c'est extrêmement important, moi je l'ai vécu en tant que parent quand je suis revenue en France, je suis revenue habiter à Paris. J'ai cherché pour ma fille voilà, ce qui existait comme école à Paris, et je suis passée à côté.
de l'annuaire du printemps de l'éducation. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé des petits bouts d'informations, mais c'est très difficile, effectivement, quand on est parent, qu'on ne connaît pas le système de l'intérieur, d'avoir accès à tous ces acteurs qui font changer les choses. Donc là, comment est-ce que le printemps de l'éducation est mis en lumière ou l'effet? Alors, c'est effectivement le point d'entrée du printemps de l'éducation, mais de mettre en place un site web, en l'occurrence, un annuaire, où, sur un mode autonome et volontaire, tous ces acteurs vont présenter ce qu'ils font. De manière simple, l'objectif étant d'avoir une cartographie et d'avoir une description permettant aux parents, aux enfants, aux grands-parents, aux enseignants, de s'adresser à ce qui se fait à côté de chez eux. À travers la diversité, la variété d'acteurs, d'activités, de propositions, qu'est-ce qui fait point commun et qu'est-ce qui fédère tous ces acteurs? Alors, ce qui fédère tous ces acteurs, j'ai envie de revenir à la vision du printemps, de l'éducation, hein, qui est de donner aux femmes et aux hommes la possibilité d'être acteurs de leur vie dès l'enfance. Et ça, c'est une belle proposition. C'est une proposition qui est large, mais on insiste bien sur le dernier mot qui est celui de l'enfance. C'est que ce n'est pas quelque chose qui se fera maintenant. On pense et on est convaincu par les exemples qui sont autour de nous, hein, que c'est vraiment dès ce moment-là, en donnant la place qui convient, que les choses peuvent s'engager. Donc ça, pour nous, c'est vraiment cette vision est extrêmement fédératrice. Donc ça, c'est une conviction commune à tous les acteurs du printemps de l'éducation. Voilà, et qui est de fait partagée par les acteurs qui nous rejoignent. D'accord. Et concrètement, est-ce qu'il y a des valeurs, des principes communs et comment est-ce que ça s'exprime? On va retrouver quoi dans les valeurs du printemps qui ont été posées vraiment dès le départ par le groupe d'origine? Le bien-être, l'autonomie et la responsabilité. On parle des enfants là, hein, on parle bien la joie et l'enthousiasme. Très cher à Antonella Verdiani, la créatrice du printemps de l'éducation. Qui parle d'éduquer à la joie, c'est ça? Oui, c'est ça. Le lien avec la nature est aussi quelque chose d'extrêmement important et qu'on retrouve notamment, par exemple, dans la pédagogie Montessori. La créativité et le jeu. La paix et la communication bienveillante. C'est l'éducation à la paix, par exemple, que fait Isabelle Pelou dans sa classe. Et l'innovation. Alors l'innovation, tu peux nous en dire un peu plus? Il est nécessaire de repenser la fonction de l'école. Et à quoi ça sert l'école? D'où elle vient l'école qu'on a aujourd'hui? Je vous invite à regarder des vidéos de Ken Robinson sur l'origine de l'école. D'où vient l'école qu'on a aujourd'hui? Du 19e siècle. On avait besoin de soldats et de bons ouvriers capables de lire une notice. Je caricature, mais c'est ce que dit Ken Robinson. C'est ce que dit Ken Robinson. Et on demande aujourd'hui à l'école, sur des principes d'antan, de solutionner des questions du 21e siècle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, les outils ne sont pas adaptés. Donc, il y a bien là... La nécessité d'innover, c'est ça. Il y a un véritable creuset d'innovation. Et quand on regarde les différents types d'écoles, là pour être plus restreint, types d'écoles qui sont regroupées aujourd'hui au sein du printemps de l'éducation et en dehors, il y a une diversité et je pense qu'il y a une véritable innovation au service des enfants. Ce que fait l'école démocratique ou ce que fait Living School dans le 19e à Paris, ce sont deux approches différentes, mais qui toutes les deux font preuve d'une très grande innovation. Même si ça repose sur des découvertes qui ont 100 ans, si on prend Montessori par exemple, mais qui vient se nourrir
par exemple aussi de ce que les neurosciences permettent d'expliquer. On a un besoin d'explication, je crois. Alors François, on a beaucoup parlé des acteurs du Printemps de l'éducation, qui sont... et on n'a pas encore parlé des actions que conduit le Printemps de l'éducation, mais en direct. Quel est l'agenda pour les prochains mois? Est-ce qu'il y a des événements qui s'ouvrent auxquels les parents qui nous regardent peuvent participer? Alors, avant de rentrer dans les actions proprement dites, j'aimerais rappeler les 3 actes de travail que sont ceux du Printemps de l'éducation. Il y a, comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, il y a vraiment d'identifier pour se relier et se rencontrer. Et on est vraiment dans une logique le plus possible de se rencontrer localement, ce qui n'exclut pas des rencontres par tous les outils qu'on connaît. On n'est pas uniquement dans la rencontre virtuelle des acteurs. Surtout pas. Okay. Surtout pas. On se rend compte aujourd'hui de la nécessité véritablement d'être dans un même lieu et d'échanger en tenant compte des éléments concrets de l'endroit. Le deuxième axe de travail, enfin d'action du printemps, c'est vraiment de partager et d'agir, qui découle du précédent. Partager et agir, partager ma situation, mes errements, mes difficultés, mes joies, mes découvertes, mes agacements. Voilà. Et ça, bien entendu, toujours dans une logique d'action. Et d'action multiforme et absolument pas axée sur une seule manière de faire, une seule pédagogie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un acteur peut venir avec ses questions, ses difficultés du moment et on réfléchit ensemble? Oui, c'est exactement ce que l'on cherche à mettre en place. Mais quand je dis « on », je vais y venir. Qui est ce « on » qui se cache? Et le troisième axe, c'est en cas de nécessité, le Printemps de l'éducation peut être le porte-parole de cette communauté, de ce collectif, de ce mouvement qui est en train de se créer. Ça a été le cas l'an passé sur une question qui portait sur un décret visant à limiter l'ouverture des écoles hors contrat. Ça pourra être demain les états généraux de l'éducation auxquels on participe, s'ils se tiennent. En tout cas, la demande en est faite à la nouvelle présidence. Voilà, donc il y a aussi le Printemps de l'éducation porte la voix des acteurs qui le composent. Absolument, absolument. Hein, pour se faire entendre et aborder les sujets qu'on a abordés jusqu'à présent. Alors, concrètement, comment ça au-delà de ces 3 domaines d'action, comment est-ce que ça se matérialise? Il y a des comités locaux, dont on retrouve la carte sur le site web du Printemps de l'éducation. Et là, on est en train de faire un gros travail à la fois de rencontres, parce que ça faisait quelque temps qu'on n'était pas allé à leur rencontre, de rencontres de ces comités locaux, de motivation, parce que tout le monde sait qu'une action bénévole, elle a besoin d'être sans cesse alimentée pour comment dire, grandir. Oui, donc ça c'est important, donc peut-être qu'on ne l'a pas assez présenté. Le Printemps de l'éducation, c'est une association. Et donc les comités locaux, ce sont des bénévoles. Est-ce qu'il y en a dans toute la France? Aujourd'hui, donc on est en train de recenser des comités locaux qui sont extrêmement actifs, qui existent, qui n'existent plus ou qui ont envie d'exister. Donc il y a une grande diversité. Si je prends l'exemple du comité local de Lille, le week-end du 20 à 21 mai, ils ont organisé des rencontres. Il y avait plus de 70 ateliers, il y avait une table ronde, il y avait un film. Voilà. Donc là, on a un exemple extrêmement vivace. À Poitiers, ils organisent des choses autour du film. Enfin, voilà, il y a partout en France des lieux comme ça qui sont en train d'éclore. Et qui peuvent, alors c'est important de savoir, qui peuvent être à l'origine d'une motivation d'un enseignant, d'un parent, d'un groupe de parents. Il n'y a pas, c'est multiforme et multi-acteurs au sein des comités locaux. Alors, est-ce qu'on peut lancer un appel à l'action aux lecteurs qui nous regardent, aux lecteurs de parents du XXIe siècle, en leur disant « Allez rencontrer les comités locaux à côté de chez vous, renseignez-vous sur les actions qui sont en cours et proposez-en si vous souhaitez vous impliquer ».
encore plus fort, si je puis dire, n'hésitez pas si ce message vous parle, n'hésitez pas à aller sur le site du Printemps d'éducation, passer par le mail contact et à nous faire part de toutes les propositions d'implication ou d'envie de créer un comité local avec grand plaisir, parce que c'est véritablement ces comités locaux qui permettent cet ancrage local et ces échanges, pas seulement avec, c'est pas pour un échange avec l'entité nationale, c'est véritablement un échange à tous les échelons en France entre les différents acteurs qui sera quelque chose qui nourrira. Et alors à l'agenda, quelles sont les actions phares qui sont prévues pour les prochains mois? Alors les actions phares, il y a toutes celles que je méconnais encore aujourd'hui parce que chaque comité local a un plaisir à organiser des choses, donc celles-ci, elles se font au fil de l'eau, si je puis dire, et elles sont annoncées sur le site web du Printemps de l'Éducation dans la rubrique Agenda, où chacun peut publier, annoncer dans le calendrier ce qui va se passer. Membre d'un comité local ou pas d'ailleurs. Ça c'est important. Si vous avez un petit événement ou un événement local dont vous voulez, que vous voulez publier, vous pouvez le publier librement dans le calendrier. Bon, donc il y a ces événements-là. Il va y avoir en 2018 les rencontres du Printemps de l'Éducation qui vont avoir la particularité suivante, c'est qu'elles vont se dérouler à Paris, mais en même temps, on va faire en sorte qu'elles se déroulent dans les différents comités locaux en France. Donc si on ne peut pas se déplacer à Paris, rien n'est perdu. On peut se rendre à son comité local. Voilà, on peut se rendre au comité local le plus proche. Ça, c'est quelque chose que l'on tient à mettre en place. C'est, encore une fois, le plus proche des personnes dans leur quotidien. L'autre chose, en 2018, sera organisé également un festival du film sur l'éducation, qui aura vocation à deux choses. La première, c'est rendre visible des films qu'on a vus ou qu'on n'a pas encore vus, mais qui traitent de l'éducation. Comme je l'évoquais tout à l'heure, l'éducation sous toutes ses formes. De l'apprentissage à l'intergénérationnel, à l'éducation dans l'école et d'autres situations que je n'ai pas en tête. Une deuxième chose qu'on est en train de mettre sur pied, c'est de travailler avec des réalisateurs et des enfants pour filmer différemment ce qui se passe dans des situations d'éducation. Oh, c'est intéressant, tu peux nous en dire plus? Non. Donc, sur cette deuxième approche qui consiste à filmer le renouveau de l'éducation de façon différente, on est parti du constat que les films actuels prenaient un système narratif, un mode de filmage qui était somme toute assez traditionnel dans le montage du documentaire ou même de la fiction, et on a envie de confier la caméra, le scénario à des réalisateurs et des enfants pour qu'ils portent un regard de façon différente sur quelque chose qui est lui-même différent. Est-ce que c'est filmé à hauteur d'enfant? Ça peut être filmé à hauteur d'enfant, par exemple. Ça peut être filmé d'une façon structurée différente, mais pour rendre compte de l'innovation que cette situation d'éducation porte en elle-même. Donc rendez-vous en 2018. Rendez-vous en 2018. François, un grand merci pour cette interview. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de l'écran. Et puis, vous pouvez aller liker la page du Printemps de l'Éducation par ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Magali, et au plaisir de vous rencontrer les uns et les autres.